Excellent. Oui, parfait, ça fonctionne, super. Donc, OK. bonjour à tous ceux qui sont là, qui sont déjà présents. Là, comme on disait, il y a peut-être d'autres personnes qui vont se joindre à nous dans les prochaines minutes, mais je suis déjà contente de voir qu'on est un beau groupe là, de participants. Il y en a aussi qui ont leur caméra d'activer ouverte. C'est vraiment le fun là, de vous voir. Fait que s'il y en a qui sont à l'aise, soyez justement bien à l'aise de vous montrer le visage. Je suis vraiment contente aujourd'hui de venir vous parler de nutrition en lien avec finalement la sclérose en plaques. Vous pouvez peut-être déjà le voir, vous l'avez déjà vu dans l'invitation finalement de quoi on va parler aujourd'hui. Fait que dans quelques minutes, là, je vais vous présenter le sujet du jour, mais je veux vous expliquer un petit peu le fonctionnement finalement pour aujourd'hui. On est quand même un petit groupe, mais pour s'assurer que ça se passe bien, qu'on réponde aux questions de tout le monde, s'il y en a. Si vous voulez finalement poser des questions pendant la présentation, n'hésitez vraiment pas. Moi, j'adore ça, qu'on interagisse, qu'on discute ensemble. Juste avant d'ouvrir vos micros, dans le bas de votre écran, vous avez comme un petit bonhomme avec la main levée. Là. Fait que ça, c'est pour lever votre main. Donc, ça serait super là, avant de poser votre question, de lever la main. Puis moi, Sophia, finalement, ou l'autre Sophia, nous pourrons finalement s'occuper là, de répondre à vos questions, puis de nommer votre nom juste avant. Puis également, vous pouvez utiliser la petite messagerie. Dans le bas de l'écran, il y a une petite bulle avec un message. Donc, vous pouvez écrire des questions dans le chat si vous n'êtes pas à l'aise de prendre parole. Puis, on va pouvoir y répondre aussi pendant la présentation. Puis, on va essayer de garder aussi du temps à la fin, un petit 10-15 minutes si on peut, pour répondre à des questions aussi. Fait que si vous voulez comme les garder à la fin de la présentation, c'est parfait également. Là. Donc, sans plus tarder, je vais débuter, puis je veux me présenter. En fait, moi, c'est Sophia. Je travaille pour Équipe Nutrition, finalement. Donc, on est une entreprise là, de nutritionnistes située partout à travers le Québec, là, qu'on fait de la consultation privée, mais on a aussi un volet, finalement, où on donne des conférences, des ateliers, des kiosques en nutrition pour différentes personnes dans les entreprises, dans les organismes, associations. Donc, je suis vraiment heureuse là, d'animer cette première conférence-là avec vous aujourd'hui. Puis, j'ai envie de savoir, à main levée, si vous voulez justement utiliser le petit bonhomme en bas là, qui lève sa main, qui a déjà entendu parler de la nutrition, l'alimentation anti-inflammatoire finalement? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ce sujet-là? Oui? Je vois. OK, quand même, plusieurs personnes qui lèvent la main là. Super. Excellent. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à l'aise de prendre parole pour me dire un peu qu'est-ce que vous connaissez de ce type d'alimentation-là avant qu'on débute? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui veut se lancer? Vous pouvez ouvrir votre micro là, si vous voulez le faire. Non? Bien, c'est correct hein, si vous n'êtes pas à l'aise, pas obligé. On va le décortiquer ensemble là, dans la conférence d'aujourd'hui. Fait que je vous présente finalement le plan de la présentation pour notre ordre du jour. Donc, finalement, bien, de mieux définir c'est quoi l'inflammation. On parle de nutrition anti-inflammatoire. Donc, on va vouloir venir définir qu'est-ce que c'est l'inflammation. Je vois qu'il y a une main qui est encore levée. Est-ce que Nathalie... Ah, OK. Elle est baissée, c'est bon. Super. On va aussi finalement mieux expliquer c'est quoi le lien entre l'inflammation et la sclérose en plaques. Donc, pourquoi c'est intimement lié, puis pourquoi l'alimentation anti-inflammatoire peut aider dans cette condition-là, finalement. Puis, on va regarder, bien, c'est quoi les aliments qui sont pro-inflammatoires, entre autres, donc ceux qu'on veut limiter, éliminer le plus possible dans notre diète. Puis, c'est quoi les aliments qui sont anti-inflammatoires, donc ceux qu'on va vouloir favoriser, ajouter le plus souvent possible dans notre alimentation.
Puis finalement, bien, je vais vous parler un petit peu plus de mon rôle, du rôle à jouer finalement d'une nutritionniste. Vu qu'on parle de nutrition, bien, comment ça peut être pertinent peut-être pour certains d'entre vous. Puis vous présenter des ressources là, supplémentaires pour vous aider là, à la fin de la présentation également. Donc, bien, premièrement, qu'est-ce que c'est l'inflammation? Bien, ce qui est important de faire comme distinction, c'est entre l'inflammation aiguë et l'inflammation qui est chronique. Donc, l'inflammation, ce n'est pas toujours quelque chose qui est négatif, finalement. Dans certains cas, c'est une réponse adaptée de notre corps à une blessure ou à une infection. Donc, l'inflammation, son but, c'est de venir combattre quelque chose. Donc, quand c'est aigu, c'est-à-dire temporaire, de courte durée, c'est une réaction qui est adaptée finalement pendant quelques heures, quelques jours pour venir préparer, protéger, réparer, guérir notre corps. Donc, souvent, là, comment ça va se manifester, cette inflammation-là? Hein, on va le voir, on va avoir une rougeur, une chaleur, une enflure, une douleur là, localisée finalement à un seul endroit. Puis là, imaginez-vous cette réaction-là, finalement, mais qui se prolonge. Donc, quand l'inflammation devient chronique de longue durée, ça veut dire qu'elle se prolonge dans le temps. Elle va durer longtemps, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, même voire des années. Donc, ce qui arrive, c'est que notre système immunitaire, il perçoit un mauvais signal, puis il va rester activé, donc il va continuer à rester en état d'inflammation, même quand il n'y a plus de danger réel, donc même quand il n'y a plus théoriquement de blessure, de coupure ou d'infection qui est présente. Puis cette inflammation-là qui perdure, qui ne devrait pas rester, bien, elle peut venir endommager certains tissus sains dans notre corps qui ne devraient pas finalement être attaqués. Donc, dans le cas, par exemple, de la sclérose en plaques, bien, l'inflammation, elle va venir endommager certains nerfs qui peuvent, ce que ça peut venir faire finalement, c'est que ça va aggraver ou empirer les symptômes de certaines maladies, dont la sclérose en plaques finalement. Donc, d'où la pertinence d'adopter un régime anti-inflammatoire qui va pouvoir venir finalement contrer cette inflammation-là de longue durée, la réduire dans notre corps là, pour ne pas la suractiver inutilement finalement. Donc, d'où l'importance de venir faire une petite nuance entre ces deux types d'inflammation-là. Là. Fait que je vous explique justement un petit peu plus en profondeur ce qui se passe au niveau du processus inflammatoire avec la sclérose en plaques. Là, vous voyez, c'est un petit peu plus théorique, mais ça ne durera pas longtemps. On va tomber dans les trucs pratico-pratiques, mais c'est important de bien comprendre pourquoi on veut adopter peut-être ce type d'alimentation-là. Donc, comme vous le savez, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune du système immunitaire et c'est chronique, donc ça perdure dans le temps et ça vient finalement toucher le système nerveux central. Donc, comme on vient de l'expliquer, normalement, l'inflammation, ça va venir protéger le corps contre les infections, mais dans le cas de la sclérose en plaques, finalement, le système immunitaire, il se dérègle, puis il attaque par erreur la myéline, donc ce qui entoure nos nerfs de façon prolongée. Donc, c'est ça l'inflammation chronique. Puis, ce que ça fait, là, c'est que ça affecte la communication entre les nerfs et notre cerveau, finalement. Donc, ça devient plus lent. Puis, c'est ça qui peut causer, finalement, les symptômes qu'on peut ressentir, les fatigues, étourdissement, problèmes de vision, faiblesse, etc. Donc, avec le temps, cette inflammation prolongée-là, répétée, ça peut abîmer encore plus les neurones, puis entraîner encore plus de séquelles. Donc, en changeant nos habitudes de vie, ça peut venir aider finalement à réduire l'inflammation. Donc, ultimement, améliorer ou calmer un petit peu les symptômes là, associés aux nerfs, au cerveau. Là. Fait que c'est la première partie un petit peu plus théorique. Est-ce que jusqu'à maintenant, je vous l'ai bien expliqué, vulgarisé? Avez-vous des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer avant qu'on tombe un petit peu plus en profondeur dans l'alimentation anti-inflammatoire? Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la messagerie ou lever votre main. Je vois qu'il y a une main qui est levée. Catherine?
Vous pouvez ouvrir votre micro puis nous poser la question. Oh, le micro est fermé encore, Catherine. Juste cliquez. Ah oui, oui, OK. Oui, j'avais cliqué dessus. Je voulais essayer de comprendre. L'inflammation auto-immune, c'est le corps qui est détraqué, là, si on veut. Mais qu'est-ce que... j'ai de la misère à comprendre. C'est pas mon alimentation qui a déclenché ma sclérose en plaques. C'est pas parce que je mange plein de produits inflammatoires que j'ai la sclérose en plaques aujourd'hui. Qu'est-ce que... c'est complexe, hein? Je comprends. Désolée, Je pense que je j'ai de la comprends misère votre à question. m'expliquer, mais en tout cas, c'est qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce que ça pourrait déclencher d'autre? C'est pourquoi une alimentation va venir corriger quelque chose qui est déjà dans mon corps. Je comprends. C'est une excellente question. Puis c'est vrai que finalement, la sclérose en plaques, ce n'est pas causé par l'alimentation. Puis vous avez raison de dire, finalement, il y a déjà une inflammation qui est présente liée à la maladie. Mais l'alimentation, si on a une alimentation pro-inflammatoire, ça peut empirer cette inflammation-là de base. Donc, ça peut empirer vos symptômes si notre alimentation est mal adaptée. Puis au contraire, si j'adapte mon alimentation, ça peut venir aider à diminuer cette inflammation-là. Fait que c'est comme si votre niveau de base d'inflammation est un peu plus élevé que la normale. Donc, pour vous, ça peut être encore plus positif d'adopter une alimentation anti-inflammatoire pour la diminuer, même si elle n'est pas simplement causée par ça. Mais l'alimentation, mettons, pro-inflammatoire peut s'ajouter en plus, puis là, ça va devenir encore pire. Donc, ça ne va pas totalement enrayer l'inflammation qui est déjà présente, l'éliminer, mais ça peut aider à l'améliorer puis à apaiser les symptômes. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, puis j'y réponds bien aussi. Oui, parfait. Oui, Dani aussi, on a une autre main levée. Vous pouvez ouvrir votre micro, oui. Si je pense à la question qui a été posée, moi, j'ai chatté pendant 4 ans avec une dame qui habite en Chine, une Chinoise, et puis elle connaissait presque pas ça, la sclérose en plaques. Ils prennent beaucoup de farine de riz, et ainsi de suite. Là. Puis on a une alimentation relativement meilleure que la nôtre. Ils connaissaient pas. Il y a le soleil aussi. Ils connaissaient pas vraiment pas beaucoup ça. Là. Puis juste donner un exemple, là, moi, je mange sans gluten par choix. Je suis pas intolérant. Là. Il y a 2 semaines, j'ai mangé chez mon oncle. Je me suis permis du gluten. Et puis, je paye encore. Oui, vous avez vu la différence vu que vous avez éliminé un aliment peut-être pro-inflammatoire en le réintégrant. Oh, là, c'est là qu'on voit la différence. Puis c'est un bon point que vous avez apporté, Dani. On va le voir un petit peu plus tard dans la présentation. Mais en effet, il y a certains facteurs de l'endroit où on est situé, entre autres en Amérique du Nord, avec l'exposition au soleil et tout, qui augmente finalement le risque ou la prévalence d'avoir malheureusement cette maladie-là ici, là. Donc, oui, tu sais, l'alimentation, ça peut faire partie des causes. Donc, il y a toujours les facteurs génétiques et autres, mais ça peut augmenter le risque finalement d'avoir cette maladie, certaines composantes. Puis, on a quelqu'un qui a intervenu dans le chat aussi, qu'en effet, les cellules immunitaires sont produites au niveau du microbiote, de l'intestin, en grande partie. Donc, oui, un bon système immunitaire, l'importance de l'alimentation. Ça, d'ailleurs, je vais vous en parler, mais il va y avoir un autre atelier 100% dédié au microbiote, à l'alimentation pour la santé digestive, en lien, entre autres, avec l'inflammation, la sclérose en plaques. Fait qu'on ne va pas beaucoup élaborer ce sujet-là aujourd'hui. On a plein d'autres affaires qu'on peut voir, mais il y a un autre atelier prévu le 6 octobre. Fait que si vous voulez y participer, on va en parler en long et en large de ça, là, ce sujet-là du microbiote. Là. Fait que j'espère que ça répond à vos questions. Puis n'hésitez pas, c'est super pertinent. Là, fait que continuez à en poser là, pendant la présentation. Donc, je vous fais un résumé en gros très large de qu'est-ce que c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, comment vous pouvez le voir là, dans votre tête, c'est de le diviser en 2 sections. Donc, l'alimentation anti-inflammatoire, elle va être faible, pauvre en aliments pro-inflammatoires et riche en aliments anti-inflammatoires.
qu'est-ce qui est pro-inflammatoire? C'est assez intuitif, là, mais tout ce qui est riche en gras, en mauvais gras, graisse saturée, gras trans, en sucre, sucre raffiné, produits transformés. Il y a d'autres éléments que je n'ai pas listés, qu'on va moins aller en profondeur, mais qui pourraient être aussi pertinents à ajouter dans cette catégorie-là. Tout ce qui est alcool, viande rouge, viande transformée, une alimentation riche en sel également, va être associé à des marqueurs inflammatoires dans votre corps plus élevés. Fait que tout ce qu'on intuitivement on sait qui est un peu moins sain pour la santé fait partie des aliments pro-inflammatoires. Puis qu'est-ce qui est anti-inflammatoire finalement? Bien, tout ce qui est riche en bonne graisse, en gras oméga 3 qu'on va voir un petit peu plus tard, en polyphénol, antioxydants, en fibres alimentaires. Il y a aussi la vitamine D. Un petit peu plus tôt, on a souligné l'exposition au soleil. On va en reparler plus tard. La vitamine D qui ont été associées à une réponse inflammatoire plus faible, puis à un soutien du système nerveux. Donc, c'est des aliments qu'on va vouloir venir mettre de l'avant dans notre alimentation anti-inflammatoire. Et également, le fameux microbiote que quelqu'un avait déjà avancé avant que j'en parle, qui est hyper pertinent, donc qui joue un rôle clé finalement dans l'inflammation, donc un déséquilibre de nos bactéries intestinales, favorise l'inflammation, c'est ce qui vient justement bâtir nos cellules immunitaires, réguler notre immunité. Mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, on se le garde pour le prochain atelier que j'espère que vous pourrez participer dans un peu moins d'un mois déjà, là, qui va être vraiment pertinent aussi, là. Je vous montre cette petite pyramide-là. Je vais pouvoir zoomer, là. Puis, j'ai aussi, d'ailleurs, envoyé la présentation. Je suis capable de zoomer pour vous. Oui. Je ne sais pas si je vais être... Est-ce que si je zoome comme ça, vous le voyez mieux, vous? Oui. Ça ne fait rien. Là, Okay. je te vois pas zoomer, là. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Est-ce que vous voyez bien quand même? Parce que j'ai comme la misère à zoomer, là. C'est un peu flou pour moi. Mais c'est vrai qu'ils ont le guide, comme le montre Catherine. Oui. Ils ont le document. Ils ont le Ce que je veux document. dire aussi, vous pouvez zoomer directement comme sur votre téléphone, là, comme moi, j'ai zoomé un peu le triangle. Là. Oui, c'est ça. J'ai comme la misère, là, mais OK. Ben, bref, vous allez Mais pouvoir vous inscrire. Je vous dans les conversations, Jocelyne dit que c'est visible. Parfait. Puis c'est ça, toute la présentation aussi, je l'ai transférée à Sophia. Vous allez avoir le document également. Fait que vous allez la revoir, là, la fameuse pyramide anti-inflammatoire. Mais je vous l'explique en gros, tu sais, tout ce qui est à la base de la pyramide, finalement, ben, c'est ce qu'on veut favoriser dans l'alimentation. C'est la base de notre alimentation. Puis plus ce qui est dans le pointu en haut, ben moi, ça, on en veut moins souvent. Fait que dans le tout bas de la pyramide, vous avez l'eau. Fait que l'hydratation, ensuite, on a les fruits, les légumes, les protéines végétales, les poissons, les produits céréaliers de grains entiers. Ensuite, dans l'autre section, on a l'huile d'olive extra vierge, les produits laitiers, les épices, les noix, les graines, les œufs, le poulet, la volaille. Puis tout en haut, ce qu'on veut limiter, bien, tout ce qui est sucrerie, viande rouge, viande transformée finalement, là. Fait que je vous l'explique en gros. Oui, Sophia? Je me permets une question. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près quelle quantité d'eau est importante en fait? Et est-ce que dans l'eau, on compte les tisanes? Oui, bien, c'est une bonne question. Puis, vu qu'on va revenir sur chaque point plus tard dans la présentation, parce que là, je vous l'explique en gros, mais on revient sur chaque aspect. J'ai envie qu'on attende à cette. Il y a une diapositive complète là-dessus. Fait que ça va répondre à la question. C'est une bonne question, Sophia. Merci. Dani, la main est encore levée. Est-ce que vous aviez une question? Oui, tout à fait. J'ai un peu de difficulté avec la ligne là, des produits céréaliers, là, parce que moi, je vois gros la différence. Puis les produits laitiers, parce qu'on est le seul mammifère qui boit du lait qui ne vient pas de notre mère. Mm-hmm. Puis moi, ça faisait longtemps, bien avant que j'avais la SP, que je prenais
je prenais du lait d'amande, là. Et puis, Oui, fait que j'ai de la misère avec ces deux, oui, avec ces je comprends. produits-là. C'est des questions qui reviennent souvent, là, le gluten, le blé, les produits laitiers. On entend souvent que c'est pro-inflammatoire. Puis pour ça, ce qu'il faut faire, c'est, nous, on se réfère aux études scientifiques. Puis en ce moment, dans les données de la littérature, ce qui revient, c'est, bon, pour certaines personnes, si le gluten, on ne le tolère pas, en effet, ça va créer de l'inflammation, mais ça, ce n'est pas chez tout le monde. Fait qu'il y a des gens qui tolèrent le gluten, le blé, puis si on le tolère bien, on n'a pas d'intolérance, ça ne créera pas de l'inflammation chez nous. Fait que ça va être vraiment différent d'une personne à l'autre. Mais ce qui va faire la différence, qu'on tolère le gluten ou pas, c'est vraiment, finalement, on va le voir plus tard, mais le type de produit céréalier qu'on va venir chercher. Donc, dans l'alimentation anti-inflammatoire, on essaie de limiter tout ce qui est raffiné, de grains raffinés, puis on va vers les produits céréaliers de grains entiers. Puis là, après ça, ça va vraiment dépendre de la tolérance de chacun. Fait que comme vous, mettons, Dani, peut-être que vous aviez une intolérance au gluten qui fait que vous voyez une différence quand vous le retirez. Des fois aussi, ça fait que parce qu'on retire le gluten, on retire des produits raffinés de notre alimentation. Donc, ça, en même temps, ça vient diminuer notre inflammation. Pour les produits laitiers, même débat un peu. Dans les études scientifiques, dans la littérature actuelle, ce qui est dit encore une fois, si on n'a pas d'intolérance au lactose, aux produits laitiers, ça ne nous causera pas d'inflammation. Si on a une intolérance diagnostiquée, ça peut en causer. Donc là, on l'enlève. Puis même que ce qui a été étudié, c'est que la teneur en gras des produits laitiers n'influence pas l'inflammation, puis même peut aider. Fait qu'on est mieux d'aller vers des produits laitiers entiers que réduits en gras, genre 0%, 1% dans le cas de l'inflammation. J'en ai pas parlé en long et en large dans la présentation d'aujourd'hui, mais si vous avez plus de questions, dans les ressources là, qu'on va vous remettre, ça aborde ce sujet-là. Fait que c'est une bonne question qui revient souvent. Puis j'espère que c'était clair ma réponse là, pour vous. Là. Ben, il y a encore le gluten qui me fatigue parce que moi, je ne suis pas intolérant et je suis sûr qu'il y a bien du monde qui ne sont pas intolérants. Mais on dit que ça fait 10 000 ans qu'on en mange, ça fait longtemps, mais 10 000 ans dans l'évolution humaine, c'est pas loin. Fait que je suis certain que si le monde qui mangerait sans gluten, la journée qu'il commencerait à manger avec gluten, il verrait la différence. Mm-hmm. Bien, ça peut, oui, parce que souvent, c'est ça comme on dit, parce qu'en arrêtant de manger du gluten, est-ce que c'est vraiment la molécule de gluten ou c'est parce qu'on enlève les produits raffinés puis on se tourne vers des produits plus entiers? Ça demande encore des études, mais actuellement, dans les recherches, mais c'est un très bon point. Puis chaque personne peut le tester, évaluer sa tolérance comme vous l'avez enlevé. Si vous remarquez que l'inflammation, les symptômes diminuent, ça se peut très bien que dans votre cas, mais on ne peut pas le recommander à large échelle encore. Fait que c'est pour ça que je ne peux pas aller là aujourd'hui. Mais c'est un bon point que vous apportez. Puis si les gens sont capables, ont envie de le tester, de retirer temporairement le gluten pour voir s'il y a une amélioration des symptômes, si c'est bien fait de façon encadrée, qu'on trouve des bons substituts, c'est bien. Je vois aussi dans le chat, le gras du lait est pourtant du gras saturé. Très bon point aussi. On va en parler plus tard dans les gras saturés. Il y a une notion que dans les études, c'est aussi nommé que finalement le lait, les gras saturés du lait ne seraient pas autant nocifs pour la santé que les gras saturés de d'autres produits transformés. Fait qu'il y a tout le temps des petites particularités, là, vous allez voir, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment individualiser puis aller voir en profondeur chaque chose parce que c'est pas noir ou blanc, la nutrition, là, il y a beaucoup de nuances à venir faire. Là. Fait que je vais juste avancer. Vos questions sont super pertinentes, je les vois passer, mais on va en répondre justement plusieurs dans les slides. Donc, ça se peut que je n'y réponde pas tout de suite là, à tout. Donc, pour débuter, ben, on va y aller avec la partie un peu moins le fun, les pro-inflammatoires, qu'est-ce qu'on devrait éliminer de notre alimentation? Bien, pas éliminer, là, je me suis mal exprimée. On ne veut rien éliminer, on ne veut pas avoir de restrictions, mais qu'est-ce qu'on pourrait venir réduire ou finalement substituer par des meilleurs choix
dans notre nutrition. Donc, on va parler des glucides, des sucres finalement, de certains gras, de certains types de gras et des aliments transformés, justement. Donc, on a une belle grande diapositive ici, plutôt chargée, mais ça revient un petit peu au sujet du gluten, finalement, quand je vous parlais de certains glucides raffinés, pro-inflammatoires versus anti-inflammatoires. Donc, finalement, je vous résume ça. Le groupe des glucides, c'est un grand groupe, OK? Ça rassemble tout ce qui peut contenir du sucre. Donc, tout ce tableau-là que vous voyez à la droite, c'est tous des aliments qui contiennent des glucides. Je vous ai mis en vert ceux qui sont bons, qui sont finalement anti-inflammatoires. Puis ceux en rouge, c'est ceux qui sont plus pro-inflammatoires, finalement. Fait que ce n'est pas tous les glucides, tous les sucres qui sont anti-inflammatoires ou pro-inflammatoires. Il faut venir vraiment faire la différence entre les deux. Donc, comme vous pouvez le voir ici, dans les encadrés rouges, bien, on a tout ce qui est sucre simple, concentré, qu'on se doute finalement, là, tout ce qui est sucre blanc, sucre brun, mélasse, sirop d'érable, le miel, les jus de fruits, les boissons casseuses, qu'est-ce qui contient des sucres raffinés. Dans les aliments transformés, entre autres, bien, ça va avoir tendance à être plus pro-inflammatoire. Donc, ça, on va vouloir venir un peu plus les réduire. Et comme je vous parlais un petit peu tantôt avec le sujet du gluten, l'autre encadré qui est les glucides raffinés, là, juste ici, bien, tout ce qui est produits céréaliers, mais ceux qui sont blancs. Donc, tu sais, le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, la farine blanche, bien, ceux-là, ils vont avoir tendance à être un petit peu plus pro-inflammatoires, surtout quand on en mange en grande quantité. Et de là où ça va être pertinent, on va le voir plus tard, de venir, plutôt que prendre ceux dans la deuxième colonne ici, de venir les remplacer par ceux de la rangée du haut, finalement, là, de venir faire certaines substitutions là, pour aller vers des grains qui sont plus entiers, plus complets, sans nécessairement, justement, c'est une première approche avant, par exemple, de retirer le gluten pour voir si ça fait une différence. Oui, Dani? Une question vite, là. Est-ce qu'on a accès à la présentation au lieu de prendre des Oui, captures vous d'écran? allez, oui, je l'ai envoyée à Sophia. Elle pourra peut-être vous la transférer suite à notre présentation. La présentation, elle est en pièce jointe dans le courriel où il y a le lien. Ah, Mm. parfait. Oui, c'est ça. Fait que vous allez tout avoir ça là, dans votre. Pour prendre. Parce que je sais qu'on va avoir beaucoup d'infos, puis il y a beaucoup de choses pertinentes là, que vous allez retrouver par après. Là. Donc, ça, c'était vraiment pour vous expliquer la nuance entre les différents types de glucides. Puis, voilà. Donc, on va parler un petit peu aussi de l'indice glycémique qui revient un petit peu au même que ce que je vous ai parlé, finalement, du degré de transformation ou du raffinement de nos grains. Donc, ce qu'on va beaucoup parler, finalement, pour réduire l'inflammation, c'est quel type de glucides on va venir choisir. Également, quelle quantité on va venir ajouter dans vos assiettes. Là. Fait qu'ici, je vous ai mis la fameuse assiette équilibrée du Guide alimentaire canadien. Vous l'avez peut-être déjà vu passer, là. Mais elle est quand même intéressante pour voir finalement, entre autres, au niveau de notre partie glucides, de grains, produits céréaliers. En fait, théoriquement, dans notre assiette, ça devrait représenter à peu près le 1/4. Fait que déjà, si vous avez tendance à mettre des grosses portions dans vos assiettes, mettons, de riz, de pommes de terre, de pâtes, ou manger beaucoup de pain, des sandwichs, des toasts au déjeuner, des choses comme ça, bien, déjà de venir réduire nos portions en venant rajouter plus d'autres choses, bien sûr, qu'on va parler, bien, déjà, si vous êtes sur ces fameux produits blancs, là, pain blanc, pâte blanche, riz blanc, bien, déjà de venir réduire votre quantité pour venir laisser plus de place à d'autres choses, ça peut déjà faire une différence. Fait qu'il y a le volume qui est à regarder de est-ce que j'en mets beaucoup dans mes assiettes, est-ce que j'en mange souvent et ça s'accumule à travers ma journée.
Donc, la première chose à regarder, c'est la quantité des glucides que vous consommez. Est-ce que je peux la réduire un petit peu? Et deuxième chose, c'est de venir regarder le type. Donc, quelle sorte de glucides je vais venir rajouter dans mon alimentation. Donc, pour ça, vous pouvez venir vous référer, encore une fois, à l'encadré précédent. Donc, d'aller vers les encadrés qui sont en vert pour les sortes de glucides que vous venez consommer. Donc, pain de blé entier, les pains bruns, les pains à l'avoine, les pâtes de blé entier, le riz brun, le riz sauvage, les légumineuses. Je vais vous donner des astuces dans pas longtemps là, pour venir les ajouter. Ou vous pouvez vous référer aussi à ce tableau-là. Donc, encore une fois, tout ce qui est dans l'encadré plus en rouge, l'indice glycémique est plus élevé. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que quand vous en consommez, ça fait plus rapidement monter le taux de sucre dans votre sang. Donc, ça cause un petit peu plus d'inflammation et on peut plus se diriger tranquillement vers les encadrés orangés ou verts. Par exemple, surtout, je vous dirais pour l'encadré des féculents. Donc, les féculents qui se trouvent ici, là, donc ceux qu'on trouve dans notre assiette, d'aller chercher du quinoa, des courges d'hiver, de la patate douce, des petits pois, des céréales de grains entiers, du bulgur, du pain plus de grains entiers, ça va venir faire une différence là, sur votre indice d'inflammation. Je poursuis. Ici, dans cet encadré-là, je ne passerai pas à travers tout, mais vu que vous avez la présentation, vous allez encore une fois pouvoir vous y référer. Donc, en rouge, qu'est-ce qu'on voudrait limiter? Puis, à la droite, c'est en fait des options, c'est par quoi vous pouvez les remplacer. Parce que je ne veux pas juste vous dire, mettez-en moins, enlevez ça, parce qu'on ne veut pas être restrictif. Donc, est-ce que j'ai des options de substitut finalement? Hein? Parce qu'on ne veut surtout pas que vous vous sentez trop restreint, que l'alimentation devienne plate, qu'on n'ait plus d'idées. Donc, par exemple, pour tout ce qui est les boissons gazeuses, boissons énergisantes, thé glacé du commerce, je peux venir remplacer, par exemple, par des eaux pétillantes infusées avec des fruits, des fines herbes, des herbes fraîches. Plutôt que de prendre des jus de fruits industriels, je peux remplacer par un smoothie maison vraiment simple à faire. Donc, vous avez plusieurs idées de substitution comme ça, là, assez simples. Puis, je vais vous donner d'autres ressources aussi pour aller chercher d'autres options, dont les choix du commerce. Je vous les mets parce que ça revient tout le temps. Ouais, mais là, quel céréales je pourrais m'acheter? Quelle barre tendre seraient les meilleurs pour moi? Quel biscuit? Donc, les 2 prochaines diapositives, ça vous donne quelques exemples de choix du commerce, que ce soit des yogourts, des confitures, des biscuits, des céréales, des barres tendres qui sont des bonnes options du commerce. Fait que oui, il y en a des produits sur les étagères à l'épicerie qui sont bons à utiliser, qui ont des plus courtes listes d'ingrédients, pas trop d'ingrédients transformés, pas trop de sucre, pas trop de gras, qui ont des fibres. Et parce que je le sais qu'on n'a pas tout le temps de cuisiner toute maison. Donc, c'est important d'être outillé pour comment repérer des bons produits à l'épicerie pour gagner du temps tout en prenant soin finalement de notre alimentation, de notre santé assez facilement. Fait que ça, cette liste-là, elle est à votre disposition. Puis je vous invite à vous y référer si vous dites je ne sais pas, là, les barres tendres que je prends en collation, peut-être qu'ils ont trop de sucre, par quoi je pourrais remplacer? Donc, d'essayer des alternatives finalement. Là. J'espère que ça vous aide. Est-ce que d'ailleurs, il y en a ici parmi vous qui ont l'habitude de lire les étiquettes de produits à l'épicerie à main levée, peut-être? Oui? Oui? Super, excellent. Est-ce que vous vous sentez, encore une fois, en main levée, outillé pour bien les lire? Et là, je crois que Dani, en même temps, je ne sais pas si c'était pour répondre, mais est-ce que vous sentez que vous êtes bien outillé pour lire les étiquettes? Oui? Parfait. Super. Excellent. Donc, je vous ai remis
un petit guide assez rapide là, sur comment interpréter une étiquette nutritionnelle de façon assez simple. Donc, en rouge, qu'est-ce qu'on veut limiter, entre autres pour l'inflammation, donc tout ce qui est gras saturé, on va y revenir, les sucres, le sel. Donc, dans ces cas-là, on peut se référer à la petite règle dans le bas de l'étiquette, 5 et moins, c'est peu, 15 et plus, c'est beaucoup. Donc, dans les éléments en rouge, bien, idéalement, on va vouloir venir viser moins de 5 là, sur notre pourcentage de valeur nutritive. Bien sûr, en comparant la portion. Donc, est-ce que la portion, c'est celle que je consomme, moi? Est-ce que j'en prends plus? Donc, je dois doubler le pourcentage. Est-ce que j'en prends moins? Donc, pour s'assurer là, de bien analyser mon étiquette, c'est la première chose que je dois regarder. Et de l'autre côté, bien, ce qui est en vert, bien, ça, c'est des choses normalement qui sont bonnes pour nous, qu'on veut venir optimiser. Donc, on inverse la règle finalement. Dans ce cas-là, bien, plus que 15 de fibres, par exemple, on va être content. Là, on en veut des fibres. Donc, on va vouloir venir en viser le plus possible. Pour la règle en bas, il y a juste une petite nuance avec le sel. Le sel, on est moins sévère parce qu'il y en a quand même beaucoup. Là. Donc, la règle, plutôt que 5 et moins pour le sel, souvent, on va venir dire 10 et moins pour les produits transformés, là, qui est un apport acceptable en sodium. Là. Fait que tout est listé ici là, dans la diapositive là, à ce sujet-là, d'ailleurs. Maintenant, parlons des recettes pour vous donner encore une fois des ressources. Là, à date, là, on a juste parlé de réduire le sucre. Je vous ai donné quelques alternatives de choix du commerce, mais maintenant, si vous voulez venir cuisiner des recettes, là, je ne sais pas à main levée qui ici aime cuisiner, est capable, a le temps de faire des petites recettes. Oui, quelques personnes lèvent la main. Parfait. Je vous réfère à notre site Internet. Dans le fond, tout au long de la présentation, tu sais, sur Internet, là, il y en a des milliers de recettes, là, mais par expérience avec des clients, ce que j'entends souvent, c'est que bien, ça devient lourd de chercher une recette, de trouver des idées, d'analyser si est-ce qu'elle est bonne, cette recette-là, est-ce qu'elle convient, est-ce qu'elle est vraiment anti-inflammatoire et tout. Donc, sur le site Internet de Équipe Nutrition, finalement, on a plus de 1000 recettes élaborées par nos nutritionnistes de l'équipe. Puis, ce qui est super intéressant sur notre site, vous avez le lien là, dans le bas ici de la présentation, c'est que vous avez une panoplie de filtres que vous pouvez appliquer pour faire des recherches finalement, de raffiner vos recherches vers le résultat que vous voulez avoir. Donc, je vous ai encerclé en vert les fils qui peuvent être pertinents à cocher si on veut aller retrouver des recettes moins sucrées. Puis vous allez voir, à chaque sujet qu'on va aborder, je vous ai réencadré les fils qui vont être pertinents pour chacun des nutriments qu'on va discuter. Mais par exemple, pour les sucres, ben, si je veux venir chercher une boisson moins sucrée, des exemples de déjeuner moins riches en sucre, de dessert, de collation, je vais pouvoir venir sélectionner ces filtres-là. Puis, je vous ai mis, là, je sais, là, vous n'avez pas le diabète, là, nécessairement, ce n'est pas de ça qu'on parle, mais en cliquant sur ce filtre-là, automatiquement, ça va vous sortir des recettes moins sucrées. Donc, vous pouvez quand même l'utiliser, même si ce n'est pas une condition de santé que vous avez, parce que, ben, on s'assure que les recettes pour le filtre diabète ben, soient moins sucrées, bien évidemment. Et vous pouvez également mettre le filtre riche en fibres pour aller chercher plus de grains entiers, par exemple, dans vos recettes de dessert, de collation. Oui, Catherine? Est-ce que les édulcorants, même si je sais que c'est pas conseillé du tout, là, mais ça existe quand même, est-ce que c'est inflammatoire? J'avais entendu dire que oui, là. Oui, oui, il y a une composante plus inflammatoire aux édulcorants. Fait que de base, idéalement, puis ça, on va peut-être plus en parler dans l'atelier sur le microbiote parce que ça vient vraiment jouer au niveau comme du microbiote intestinal, mais c'est une bonne question. Puis oui, idéalement, si de base, on ne voudrait pas que vous remplacez, mettons, vos produits
par un produit édulcoré dans le but que ce soit moins sucré, donc moins inflammatoire. On n'est pas gagnant, finalement, c'est comme d'échanger quelque chose d'inflammatoire pour une autre chose inflammatoire. Donc, on est mieux, idéalement, de venir travailler à réduire notre consommation de sucre, quitte à en avoir un petit peu encore, mais de façon plus modérée, plutôt que de transférer sur des éléments édulcorés, mettons des boissons édulcorées et tout. On est mieux de venir réduire, mettons, progressivement le sucre, par exemple, dans nos recettes, dans nos boissons, que de faire cette substitution-là. Là. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ben c'est parce que, tu sais, c'est sûr que là, on parle des aliments anti-inflammatoires, mais tu sais, j'ai un problème de poids aussi, donc je fais attention. Fait que j'ai tendance à utiliser, tu sais, je vais manger du yogourt grec, tu sais, 0 gras, 0 sucre, je vais mettre des bleuets dedans, puis ben, je vais mettre un petit stevia pour le sucré. Oui, je comprends. Je comprends, c'est ça. C'est une bonne question. C'est un autre gros sujet aussi pour le poids qui est très étudié. Est-ce que ça l'aide à la perte de poids? Actuellement, dans les études, que ça dit, c'est qu'en effet, à court terme, ça l'aide à créer une restriction calorique parce qu'on mange moins de calories, mais à long terme, à cause justement du processus inflammatoire ou de ce que ça peut faire au niveau, entre autres, du microbiote, ça peut même contribuer à long terme à une diminution de la perte de poids ou même à une reprise de poids dans certains cas. Fait que c'est vraiment nuancé là, comme sujet. Il n'y a pas beaucoup de données encore là-dessus. Fait que ça dépend si on en consomme avec modération, mais si on vient tout transformer par des édulcorants et que notre consommation est élevée, là, des fois, c'est moins intéressant. Là. Oui, c'est bon? Merci. Oui. Oui, Dani. Ben, j'ai toujours de misère avec ce mot-là, là, mais c'est pas un édulcorant, là, mais c'est sucré. Là, je pense que c'est la feuille de Sylvia ou quelque chose du genre. Ben, moi, j'utilise ça beaucoup là, quand je veux sucrer. Je ne sais pas si c'est correct ou. Oui, bien, c'est une bonne question. Puis oui, c'est un petit peu plus naturel comme édulcorant. C'est sûr qu'il y a une nuance dans toutes nos sortes là, qu'on choisit. Donc, le stevia, s'il y en a un à choisir, ça en est un quand même qui a moins d'impact peut-être sur la santé et tout. Là. Donc, si c'est consommé de façon modérée, c'est un bon choix, là, quand même, celle-là. Mais ça reste encore flou, finalement, l'impact sur l'inflammation. Mais je vous dirais que si c'est cela que vous utilisez, c'est un bon choix. Souvent, malheureusement, dans les produits transformés, c'est pas celui-là qui va être utilisé. Fait que c'est plus là qu'on peut peut-être venir faire attention là, quand c'est les autres qui apparaissent. Là. Excellent. Donc, je vais avancer là, parce que je vois que le temps passe super vite. Là. Vous avez des bonnes questions, mais en gros, vous allez avoir des ressources. Fait que je vous présente les sujets là, quand même rapidement. Donc, au niveau des gras saturés, on en a parlé un petit peu plus tôt. Donc, je vous ai mis en rouge les aliments riches en gras saturés. Donc, les viandes plus riches en gras, charcuterie, produits laitiers et autres. Donc, en excès, finalement, ça peut venir augmenter l'inflammation. Puis, vous avez la petite notion sur les produits laitiers, là, que finalement, même s'il y a des gras saturés, ça n'a pas autant d'impact nocif, entre autres sur la santé cardiovasculaire ou d'autres conditions. Donc, les gras saturés des produits laitiers sont moins graves. Donc, vous pouvez continuer à en consommer dans l'alimentation anti-inflammatoire, finalement. Là. Et je vous ai mis, par rapport, entre autres, au type de viande, si vous cuisinez, par exemple, des protéines, de la viande et tout, les choix, dans le bas ici, là, à la droite, le tableau des choix les plus riches en gras, donc ceux qu'on voudrait intégrer moins souvent, finalement, là, qui contiennent vraiment plus de gras saturés à l'intérieur. Donc, on voudrait moins favoriser ceux-là et plutôt, finalement, favoriser ceux qui sont moins riches en gras. Donc, ceux-là ici, là, je sais que vous ne verrez pas peut-être super clairement, mais vous allez l'avoir dans la présentation. Donc, le tableau dans le haut à droite, c'est ceux vraiment qui sont exceptionnellement maigres, là, les plus maigres,
dont tout ce qui est poisson, fruits de mer, certaines coupes de viande comme le filet de porc, par exemple, qui contient moins de gras saturés. Puis, dans les choix maigres, là, vous avez certaines coupes de bœuf, la dinde, le poulet. Donc, ça peut vous inspirer un peu si vous cuisinez, vous bâtissez votre menu de la semaine ou vous vous demandez quelle pièce de viande utiliser, bien, d'utiliser ceux dans ce tableau-là pour réduire finalement vos protéines qui sont plus riches en gras, là. Ici également, encore des idées de substitution pour réduire vos gras à tous les jours. Donc, autant dans vos méthodes de préparation que dans les produits que vous achetez à l'épicerie, vous avez ici des options par quoi remplacer. Donc, mettons, plutôt que de cuire à l'huile ou au beurre, ben, on peut cuire de cette façon-là. Plutôt que d'acheter tel aliment, telle crème, des chips, ben, par quoi on peut remplacer qui serait moins riche en gras. Donc, ici, vous avez comme plein d'idées de quoi sélectionner, par exemple, au commerce ou dans vos façons de préparer pour réduire vos apports en gras, là. C'est bon? Et je vous ai refait la même chose que tantôt avec les sucres, mais ici pour les gras. Fait que notre site de recettes, si vous voulez aller chercher des recettes savoureuses, moins riches en gras, bien, ça peut s'appliquer un peu à tous les types là, de plats, là, que ce soit, mettons, des soupes, des accompagnements, des sauces, des vinaigrettes, des desserts. Dans les thématiques, ça peut être intéressant. Je ne sais pas, je sais que c'est super populaire. Peut-être que certains d'entre vous en avez à la maison, les fameuses friteuses à air fryer. Donc, on a une gamme de recettes sur notre site conçues pour le air fryer. Donc, on le sait, ça permet d'utiliser moins de gras à la cuisson. Sinon, aussi des recettes au barbecue, ça peut toujours être pratique là, parce que souvent, également, on rajoute moins de corps gras quand on cuisine. Encore une fois, même principe que tantôt pour le diabète avec le sucre, bien là, je vous ai mis le fil cholestérol, même si vous n'avez pas nécessairement de cholestérol, nos recettes qui cochent pour ce filtre-là sont moins riches en gras. Les recettes aussi perte de poids, normalement, vont contenir moins de gras. Donc, même chose aussi, ça peut s'appliquer. Puis au niveau des ingrédients, ben, ces types de protéines-là, comme vous l'avez vu dans les tableaux précédents, bien, ils contiennent moins de gras. Les légumineuses, si vous aimez ça, les poissons, fruits de mer, poulet, volaille, tofu, soya, bien, c'est des protéines moins riches en gras. Fait que si c'est des choses avec lesquelles vous êtes moins à l'aise, que vous ne connaissez pas, bien, ça peut être une façon d'aller les expérimenter, d'aller chercher des petites recettes sur nos sites vraiment originales, simples à faire si vous voulez les expérimenter finalement. Fait que je vous ai parlé des deux plus grosses catégories pour les aliments pro-inflammatoires, finalement, ce qu'on veut venir réduire. Puis surtout, je pense que vous avez des bonnes ressources pour faire des premiers pas. Écoutez, on pourrait tellement aller en profondeur dans chaque sujet, là, mais au moins, l'important pour moi, c'est que vous ayez des ressources pour, par après, aller par vous-même, chercher des recettes, des produits à l'épicerie, qui conviennent à réduire finalement les aliments pro-inflammatoires, là. Parlons maintenant des anti-inflammatoires. Qu'est-ce que vous pouvez, là, maintenant qu'on veut réduire des choses, bien, qu'est-ce qu'on peut venir ajouter à notre alimentation pour combler, puis finalement apporter des aliments anti-inflammatoires là, dans notre nutrition. Je vous reviens avec la fameuse assiette équilibrée qu'on a vue plus tôt là, pour les produits céréaliers. Puis souvent, d'emblée, on a tendance à en mettre beaucoup là, de produits céréaliers dans notre assiette. Puis vous voyez, là, il y a une grosse partie, la moitié, qui est occupée par les légumes. Ça, je sais que c'est un défi, de mettre beaucoup de légumes dans les assiettes, que ce soit parce qu'on aime moins ça, on manque d'idées, ça revient tout le temps au même, on manque d'inspiration, ça prend du temps aussi à cuisiner. Mais souvent, ça va venir aider. Hein? Pensez-y, si je mets plus de légumes dans mon assiette, ça laisse moins de place à la partie, mettons, féculent, mon riz, mes pâtes, mes patates. Fait en mettant plus de légumes, automatiquement, je réduis souvent
mes glucides. Donc, ça peut être le focus à mettre plutôt que de dire, ben, je réduis mes féculents, ben, je peux-tu plutôt aller mettre le focus à mettre plus de légumes dans mon assiette. Fait que dépendamment de c'est quoi votre limite là, à ajouter plus de légumes ou comment on peut les faire, bien, ici, vous avez comme plein d'astuces finalement pour comment les cuisiner, puis pour faire différent aussi. Là, je peux les faire mijoter, émincer, les peler, ajouter une petite touche sucrée. Donc, en petite quantité, il n'y a pas de problème à venir ajouter, mettons, un filet de sirop d'érable sur mes carottes, des petits fruits séchés à travers mes légumes, des choses comme ça. La clé, c'est vraiment de s'habituer. Puis encore une fois, bien, sur notre site de recettes, là, je ne vous ai pas mis toute la grosse grille, mais on a le filtre légumes. Donc, si vous voulez aller chercher une panoplie de recettes contenant beaucoup de légumes pour faire changements différents, bien, vous pouvez aller utiliser le filtre. Là, puis je suis certaine qu'il y a au moins une recette qui va vous accrocher. Là. Puis je vous garantis qu'on en a beaucoup de simples là, à utiliser. On a même des recettes avec les légumes congelés au air fryer, par exemple. Là. Fait que ça peut vraiment être simple de mettre plus de légumes dans votre assiette. Là. Oui, Dani? Voilà. Oui, merci. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec la motricéphine. Fait que couper des légumes, là, c'est très, très long. C'est-tu bon si on prend genre un sac de légumes congelés ou. Oui, c'est ça, exactement. Comme je viens de dire, là, on avait la même pensée. Là. Les légumes congelés sont autant nutritifs, sinon même parfois plus que les légumes frais. Fait que c'est un mythe de penser que nos légumes congelés sont moins bons ou ils perdent des valeurs nutritives. Au contraire, fait que c'est une option économique, facile. Puis souvent, l'enjeu avec les légumes congelés, les gens me disent ah, c'est pas super bon. Fait que ça dépend comment on les cuisine. C'est pour ça que je disais sur notre site, on a des recettes avec les légumes congelés, mettons des soupes, justement les. Déjà sauté. Oui, bien c'est ça, sauté dans le air fryer, grillé au four. Fait que oui, gênez-vous pas si vous voulez, tu sais, si vous avez de la difficulté avec, mettons, la préparation, couper les légumes, vous voulez sauver du temps, d'utiliser les légumes congelés. Il y en a une panoplie de sortes qui sont super bonnes à utiliser. Puis ici, vous avez encore une fois d'autres petits trucs pour intégrer plus de légumes congelés, substituer un légume à un autre, suivre les saisons. Donc, c'est quoi les légumes qui sont en spéciaux pour s'inspirer dans ces temps-ci, faire un petit menu de la semaine. Puis d'ailleurs, toutes les recettes que vous voyez là sont sur notre site Internet. Là, fait que c'est des recettes issues de notre site. Là. Oui, Sophia? Oui, j'ai une question. Et qu'est-ce que tu penses du fait d'acheter, par exemple, une bonne quantité de légumes frais, de les couper en une journée et de les portionner pour la semaine en les mettant au congélateur? Excellente idée. C'est une très bonne stratégie. Là, dans l'organisation, la planification et tout, ben, de les préparer d'avance, les rendre plus accessibles, plus faciles à utiliser. Donc, dès qu'on vient de l'épicerie, on les prépare, on les nettoie, on les coupe, on les portionne. On sauve du temps et on augmente nos chances de les utiliser au moment venu. Puis si on les congèle, ben, on les conserve plus longtemps. Il y a moins de risques qu'ils deviennent moins beaux, qu'on ait moins envie de les utiliser. Fait que c'est une super bonne stratégie de les préparer un petit peu d'avance. Là. C'est bon? Super. Ici. Il y a Jocelyne qui a écrit les personnes atteintes de sclérose en plaques ont de la difficulté avec la motricité fine des mains. Donc, les légumes congelés sont fort utiles. Oui, bon point. C'est un très bon point, c'est ça. Puis c'est une bonne question qui a été posée. Fait que, oui, si vous ne vous reconnaissez pas là, comme couper une batch de légumes d'avance puis que c'est vraiment complexe pour vous, je comprends tout à fait. Puis oui, les légumes congelés ou même maintenant à l'épicerie, des fois, il y a des légumes pré-coupés dans les sections fraîches, pré-emballés qu'on peut utiliser. On peut même aller avec les légumes en canne. Ils ne sont pas du tout mauvais, là, les petites macédoines, si c'est plus simple pour vous. L'important, c'est d'avoir des légumes. Il y a aussi les sacs de salade déjà pré-mélangés.
juste ce qui reste à mélanger, on met tout ensemble. Ça peut faire un bel accompagnement pour mettre plus de légumes, là. Fait que ça aussi, c'est pratique. Donc, gênez-vous pas d'aller vers les produits comme pré-préparés, là, qui sont super bons pour avoir plus de légumes, là. C'est super intéressant, là. Ici, je voulais revenir avec les fameux grains entiers. Finalement, là, le premier tableau qu'on avait vu, maintenant, si on veut intégrer plus de grains entiers, j'étais passée vite tantôt parce qu'on se disait, bon, ben pour les pro-inflammatoires, c'était ceux qui étaient raffinés, les blancs, d'en mettre moins et tout. Fait que si on veut aller vers ceux qui sont anti-inflammatoires, donc les grains entiers, là, vraiment plus complets, le fameux, justement, le sujet du gluten, oui, il y a le gluten qu'on peut essayer de retirer, mais en premier lieu, ce qu'on dit, c'est de transformer les blancs, les raffinés blancs, par peu de grains entiers si on est capable. Donc, vous avez ici quelques exemples de substitutions simples à faire dans votre alimentation. Si, par exemple, vous achetez tout le temps du pain blanc, on peut aller vers le pain brun. Il existe aussi les pains à l'avoine qui sont intéressants, qui font une bonne transition entre pain blanc, pain plus entier. Si vous utilisez la farine de blé blanche, on peut aller vers une autre sorte de farine, à la limite faire moitié-moitié dans nos recettes pour évoluer tranquillement vers le grain entier. Fait que vous avez ici quelques exemples de substituts faciles à faire pour réduire vos grains raffinés et aller plus vers les grains entiers. Ici, là, vous avez aussi d'autres exemples, une belle liste comparative de la teneur en fibres de différentes sortes de grains, puis d'autres sortes qui n'étaient peut-être pas listées dans le précédent tableau, tu sais, mettons, le millet, le bulgur, le quinoa. Peut-être que c'est des choses que vous connaissez moins, mais qui sont super intéressantes si vous avez envie de varier, faire changement. Tu sais, des fois, c'est répétitif. Puis sur notre site, là, c'est tous des grains qu'on a exploités beaucoup à travers des recettes parce qu'on sait que c'est intéressant et que c'est moins connu. Donc, vous pouvez finalement venir sélectionner le fil grain entier, riche en fibres, plats principaux, accompagnement pour trouver des recettes avec ces grains-là si vous avez envie d'en essayer des nouveaux. Parce que des fois, quand on essaie quelque chose de nouveau, il faut s'adapter à la texture, au goût. Fait que pour se donner toutes les chances de notre côté d'aller chercher une recette qui nous donne le goût, ça va nous aider à réussir. Là. Puis là, on ne le voit pas jusqu'à présent, mais sur notre site de recettes, dans le bas, ici, des fils, vous avez aussi la recherche par mots-clés qui est disponible. Fait que, tu sais, mettons que vous dites, moi, je vais essayer le quinoa. Vous pouvez aller taper le mot quinoa, rechercher, puis ça va sortir toutes les recettes contenant du quinoa. Fait que vous pouvez encore plus raffiner avec un mot-clé, avec un ingrédient précis là, dans votre recherche. Là. Poursuivons avec d'autres choses que vous pouvez explorer, exploiter dans votre alimentation anti-inflammatoire qui, des fois, est un petit peu moins bien connue. Les fameuses légumineuses qui peuvent à la fois faire une bonne protéine, mais aussi un bon grain entier. Donc, ça peut remplir la catégorie du féculent dans votre assiette, là, du produit céréalier, parce qu'il y a des bons glucides, des fibres à l'intérieur. Donc, il y en a plusieurs sortes qu'on peut aller explorer. On peut commencer par celles qu'on est plus ouvert, les lentilles, les haricots, les pois chiches, ces choses-là. Donc, vous avez comme plein d'idées là, dans les différents tableaux ici. Encore une fois, plein de recettes sur notre site. Puis si vous êtes réticent aux légumineuses, vous dites « Oh, moi, c'est moins mon genre. » La texture, souvent, c'est un enjeu. Même la digestion. Donc, une bonne façon de les introduire dans votre alimentation pour ne pas avoir ces enjeux-là, c'est de transformer leur texture, justement. Donc, en fait, c'est une bonne façon de les intégrer. C'est, par exemple, broyer dans les potages. Donc, on va chercher leurs éléments nutritifs, mais vu qu'ils sont broyés, on ne les goûte pas, on ne les ressent pas.
sont écrasés, donc sont plus faciles à tolérer. Donc, ça peut être une bonne façon de les exploiter. On peut aussi faire du humus ou en acheter à l'épicerie, là, ou un humus maison pour tremper nos craquelins, nos crudités. Donc, les mettre en purée. On peut aussi faire des petites galettes de légumineuses. Donc, on les écrase, on les mélange avec d'autres ingrédients pour en faire des galettes, là, mettons, à consommer avec une salade. Puis, on peut même, surprenamment, les ajouter dans les desserts. Donc, tu sais, des fois, si on veut des desserts moins sucrés, plus riches en fibres maison, si on a la dent sucrée, ben, des purées de légumineuses, genre purée de haricots noirs dans des brownies, purée de pois chiches dans des galettes. On a plein de recettes, encore une fois, sur notre site qui contiennent des purées de légumineuses, là, mais version sucrée. Fait que si vous avez envie d'exploiter ces nouveaux aliments-là, c'est une belle façon de le faire également. C'est bon. Même chose ici, même principe, là, on reste dans la catégorie des protéines végétales, mais le tofu, les edamame, il y a quelqu'un qui doit quitter. Merci. Puis la présentation est enregistrée. Donc, c'est ça, on déborde un petit peu. Là, pour ceux qui peuvent rester un petit 10-15 minutes de plus pour finir, on va le prendre. Là. Mais sinon, s'il y en a qui doivent quitter, la présentation est enregistrée, donc vous pourriez écouter la fin en différé. Là. Mais vu qu'on a du contenu et qu'on a eu des bonnes questions, on déborde un peu là, du temps prévu. Là. Mais je veux m'assurer de tout vous présenter. Donc, tofu, edamame, tempeh, la PVT aussi, qui est une genre d'imitation de la viande hachée, qui peuvent être super intéressants. La PVT qu'on peut venir ajouter dans nos recettes de viande hachée, mettons pâté chinois, galettes, sauce à spaghetti, pour faire un moitié-moitié pour l'exploiter tranquillement. C'est économique aussi, on sauve beaucoup de sous. Donc, sur notre site, on a des milliers de recettes avec la PVT. Honnêtement, on en a vraiment beaucoup. Fait qu'encore une fois, là, je vous ramène à notre site Internet avec les fameux fils que vous pouvez utiliser pour aller chercher des recettes avec ces aliments-là qui sont riches en fibres et en protéines végétales. Est-ce que vous avez des petites questions avant qu'on saute au dernier sujet? Je sais que ça fait beaucoup de contenu. Là. On voulait faire une présentation complète. Là. Fait que, tu sais, là, peut-être que vous dites, ouais, il y a beaucoup de choses. L'important, c'est vraiment que vous ayez les ressources. Puis, on va d'ailleurs avoir la chance de revenir là-dessus là, le 6 parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui s'entremêlent avec le microbiote, tu sais, les fibres, les protéines végétales. Ça revient, fait qu'on va pouvoir y revenir plus en profondeur. Si vous avez des questions aujourd'hui, là. Je crois qu'il y a un micro ouvert. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui avait une question. C'est Clément. Je crois que c'est peut-être un accrochage de micro. Mais c'est sûr, parce qu'on dirait qu'il y a le seul ici à comprendre qu'il y a des bandits. Est-ce que Clémence m'entend? Le micro est ouvert. Je ne sais pas si c'était pour une question, sinon peut-être le refermer. Je pense qu'elle ne s'en est pas rendue compte. Ouais. Clémence? Oui. Ah, votre micro est ouvert. OK. Juste cliquer sur l'icône micro pour le refermer. Dans le bas de votre écran, normalement, le micro, le petit icône de micro, là, juste cliquer dessus. Pour moi, le micro est en haut, mais... En haut, là, le petit icône de micro. Oui. Ah, c'est bon, je pense. OK, parfait. Bon. Désolée pour le petit interlude. Donc, voilà, on pourra en reparler, comme je vous disais, là, dans la présentation sur le microbiote. Ah, il est encore ouvert, mais je vais essayer de parler par-dessus pour pas que ça vous dérange trop. Là. Ensuite, bien, ça, vous allez voir, là, ça revient vraiment à ce qu'on a parlé, mais je voulais juste parler des fameux polyphénols parce que vous en avez déjà probablement entendu parler de ce mot-là, inflammation, polyphénol. Fait que ça revient au fameux groupe qu'on a déjà discuté, tu sais, d'ajouter, mettons,
des fruits, des légumes, des noix, des légumineuses. C'est juste qu'il va en avoir certaines spécifiques qui vont être plus riches en polyphénol, mais ça revient regrouper les groupes dont on a déjà discuté finalement. Mais si plus pointilleusement, vous avez envie d'aller vers, mettons, les légumes riches en polyphénol pour commencer à augmenter ou les légumineuses qui en contiennent, mettons, les haricots noirs parce que vous dites, ben je vais avoir des fibres, mais en même temps, je vais aller chercher des polyphénols, ça peut être pertinent, là. Mais en gros, les aliments riches en polyphénol, ça revient à ce qu'on a déjà discuté au précédent, là. Donc, voilà, ce que vous pouvez faire là, dans nos recettes, comme je vous disais un peu plus tôt, qu'on peut faire la recherche par mots-clés, je vous ai mis un exemple ici. Si vous dites, par exemple, moi, je veux cuisiner le tempeh parce qu'il est riche en soya, polyphénol, je peux venir taper le mot-clé puis chercher une recette en fonction de ça. Dans ce qu'on n'a pas parlé jusqu'à date, vous voyez, il y a aussi le cacao, chocolat noir, 70%, également café, certaines sortes de thé, le vin. Donc, ça, c'est aussi d'autres choses un petit peu plus spécifiques qui en contiennent là, qu'on n'avait pas discuté. Oui, Catherine? Est-ce que les polyphénols, c'est des antioxydants? Est-ce que c'est la même chose? Pas tout à fait la même chose. Non. OK. Juste après, là, on en parle des antioxydants. Désolée. Vous avez lu dans mes pensées. Mais c'est une bonne question. Ça revient souvent. C'est vrai que c'est un peu mêlant. Là. C'est tout bon, là, finalement, mais les antioxydants, ça va être certaines vitamines qu'on va retrouver. Puis il y a certains, encore une fois, aliments qui vont s'entremêler entre polyphénol, antioxydants. Bon, on tourne encore dans la catégorie des aliments végétaux, certains fruits, certains légumes. Donc là, c'est très petit, mais vous avez la présentation. Encore une fois, même principe, là, si vous voulez aller chercher des aliments riches en antioxydants, on a entre autres la vitamine E, qui fait partie des antioxydants, qui est reconnue pour agir directement sur le processus inflammatoire, puis que c'est même reconnu d'être plus efficace dans les aliments versus les suppléments parce qu'il y a un effet synergique de l'aliment, donc avec tous les autres nutriments, vitamines que l'aliment contient, ça fait que la vitamine E est plus efficace finalement. Là. Puis, il n'y a pas de maximum nocif pour la santé au niveau de la vitamine E. Le surplus s'élimine dans votre urine, donc vous pouvez vraiment aller exploiter finalement les aliments qui en sont riches, dont les épinards, le brocoli, en fait, les légumes verts, l'avocat, par exemple, les graines de tournesol. Donc, il y en a plusieurs qui sont intéressants là, que vous pouvez venir ajouter à votre alimentation. Là. Un autre type d'antioxydant, c'est la vitamine C, qu'on connaît normalement assez bien, qui est vraiment dans les fruits et les légumes principalement, qui va aussi réduire les dommages liés à l'inflammation. Puis même aussi peu que 70 grammes par jour, milligrammes par jour sont efficaces pour réduire les marqueurs inflammatoires. Puis vous voyez, mettons, dans un poivron, on a 312 milligrammes. Fait que ça peut être quand même assez facile d'aller atteindre un 70. Tu sais, avec mon 1/4 de poivron, je l'ai. Le poivron étant l'aliment le plus riche en vitamine C. Si vous aimez ça, exploitez-le. On connaît bien sûr aussi l'orange, les fraises, le kiwi. Donc, encore une fois, là, avec la vitamine C, comme la vitamine E, il n'y a pas de maximum. Donc, vous pouvez exploiter ces aliments-là pour les ajouter à votre alimentation anti-inflammatoire. Finalement, plus tôt, j'ai parlé des gras, ceux qu'on voulait limiter, mais il y a aussi des bonnes graisses anti-inflammatoires. Donc, les gras, finalement, saturés, tantôt qu'on parlait dans certaines coupes de viande, dans les produits transformés et tout, le beurre et tout ça. Mais il y a des bons gras, dont les gras insaturés, qu'on va retrouver dans les aliments d'origine végétale, dont par exemple les noix,
les graines, les avocats, les huiles végétales également, huile d'olive, huile d'avocat, par exemple, puis dans les beurres de noix, les olives, justement. Donc, ça c'est super bon pour l'inflammation. C'est bon d'en rajouter un peu partout. Tu sais, des petites poignées de noix en collation, une petite poignée de graines dans vos salades, sur vos soupes, par exemple, d'utiliser les huiles pour la cuisson plutôt que le beurre. Ça peut être intéressant d'ajouter des avocats dans vos salades. Donc, ça peut être assez simple d'aller ajouter ces aliments-là. Il faut toujours faire attention parce que les gras, c'est très dense énergétiquement. Donc, si on se met à en rajouter trop partout, il y a un enjeu de tomber en surplus énergétique, tu sais, pour la gestion du poids, là. Donc, il faut quand même faire attention à notre quantité totale de gras dans la journée, mais des petites quantités souvent, puis d'aller surtout sélectionner les bons gras, puis de réduire les moins bons gras. C'est efficace, là. Puis, dans cette catégorie-là, il y a également, bien sûr, les gras essentiels. Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler des oméga-3 pour l'inflammation, qu'on trouve dans certains aliments d'origine végétale, spécifiquement graines de chia, graines de lin, huile de lin également et les noix de Grenoble. Donc, vraiment, ces aliments-là en particulier sont écrits là, ici dans le tableau. Ça, c'est super facile à rajouter dans un yogourt, dans un bol de céréales, dans un smoothie, sur votre salade, saupoudré sur votre rôti, dans une compote de pommes, dans vos recettes. Fait que c'est vraiment des aliments qui sont faciles à ajouter quotidiennement. Pour mieux les conserver vos oméga-3, je vous conseille de les garder au frigo, ces noix graines-là, pour pas qu'ils s'oxydent. Puis sinon, ben, il y a les fameux poissons gras, saumon, truite, sardines, maquereaux, qui sont bien et qui contiennent finalement les EPA, DHA, qui sont les acides gras essentiels, c'est-à-dire que notre corps ne peut pas les produire par lui-même. Il doit absolument aller les chercher dans l'alimentation. Donc, c'est sûr que de consommer du poisson, c'est intéressant pour votre santé finalement. En particulier, c'est ça, les EPA, DHA se retrouvent dans le poisson, là, qui inhibent carrément le processus inflammatoire. C'est eux qui sont vraiment les plus efficaces finalement dans l'inflammation. Puis, je vous ai listé ici finalement le top 5 des aliments riches en oméga-3, EPA, DHA que vous pouvez aller chercher dans votre alimentation là, à ajouter. Là. Si vous voulez exploiter le saumon poisson, finalement, là, que ça n'a pas la cote pour plusieurs raisons. Il y en a, ils n'aiment pas l'odeur, le goût. Sophia? Oui. Ah, excuse-moi, j'ai cru voir que Michel avait une question. Il y avait une main levée. Oui. Ah, merci. Oui. Je n'ai pas vu. Oui, tu as bien fait de me le dire. Oui, Michel, ouvrez votre micro. Sur les avocats surgelés. Oui. Sur les avocats surgelés, est-ce qu'ils perdent leur prix? Voyons. Est-ce qu'ils sont aussi bons que les avocats nature? Oui. Très bonne question. 100%. Fait que oui, d'acheter des sacs d'avocats surgelés, souvent, c'est pratique parce que la gestion des avocats, du mûrissement, c'est toujours un enjeu, là. La conservation aussi. Fait que oui, très bonne question. On peut acheter les sacs d'avocats surgelés qu'on décongèle, qu'on peut acheter dans des smoothies, qu'on peut écraser pour faire une petite trempette, guacamole, ajouter dans les salades. Fait que très bonne question. Et la réponse est oui, sont super bons, aussi bons que les avocats frais. Fait que ici, encore une fois, si vous voulez exploiter un petit peu plus le poisson, si vous avez des enjeux de goût, texture, odeur ou autre, des exemples de comment vous pouvez les transformer pour mieux les apprécier. Fait que, tu sais, de ne pas se gêner à faire des croquettes, de les mettre en gratin, d'ajouter du croquant autour d'une croûte de noix, par exemple, de les mettre en papillote, d'ajouter des marinades, des herbes.
Encore une fois, sur notre site Internet, on a plein de recettes avec les poissons que vous pouvez aller voir là, pour mieux les exploiter. Là. Et je termine avec quelques éléments anti-inflammatoires à considérer. Mais ça, c'est vraiment un peu pour votre connaissance générale. Je voulais vous parler de la vitamine D parce qu'on en parlait au début, l'exposition au soleil, moins d'exposition au soleil, ça a été nommé comme qu'il y avait plus de risque de sclérose en plaques finalement. Donc, la vitamine D peut aider à ça. Je voulais juste vous présenter une étude finalement qui a été vue que la supplémentation en vitamine D peut aider à réduire certains symptômes là, de la sclérose en plaques. Avant de vous supplémenter, consultez toujours un médecin ou autre. Ça remplace pas les traitements, mais ça peut aider. Puis surtout de valider si vous n'avez pas de carence. Surtout dans les mois d'hiver, automne, quand on a moins d'ensoleillement, de faire vos bilans sanguins, de valider au niveau de votre bilan, finalement, s'il y aurait une carence, parce que corriger une carence avec une supplémentation et autres, ça peut faire une différence. Donc, ça, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment un élément notable là, dans la sclérose en plaques qui est lié à l'alimentation, finalement. Là. Donc, je vous ai mis les informations, mais toujours informer pharmacien, médecin ou professionnel avant de se supplémenter, bien sûr. La fameuse hydratation dont on a parlé au début, on y est. Comme vous l'avez vu dans la pyramide, l'hydratation, c'est la base de l'alimentation anti-inflammatoire. De vous assurer de boire assez d'eau. Normalement, on parle d'autour d'un 1,5 à 2 litres d'eau par jour par personne, mais d'hydratation, donc ça compte tout ce qui est liquide, les soupes, les breuvages, même le café, le thé, les tisanes, les eaux pétillantes, eaux aromatisées, ça compte dans votre hydratation. Donc, ça fait partie de votre 2 litres par jour. Et ici, je vous ai donné quelques petites astuces si vous avez de la difficulté à boire votre eau ou à vous hydrater suffisamment. Pour en boire plus, vous pourrez vous référer à cette slide-là. Je vous ai même mis un petit article dans le bas que vous pouvez aller lire. Et c'est super important, surtout si après notre présentation, vous avez envie d'augmenter votre consommation de fibres, d'aller chercher des grains entiers, plus de légumes, plus de protéines végétales. Les fibres fonctionnent avec l'eau. Fait que si vous vous mettez à consommer plus de fibres, mais que vous ne vous hydratez pas suffisamment, vous pouvez avoir des mauvaises surprises par rapport à votre digestion. Là. Donc, ça peut être bien de travailler les deux en même temps et de vous assurer de travailler votre hydratation là, à la base. Là. Et finalement, je vais passer rapidement là-dessus, mais pour votre information, herbes, épices, on entend souvent le curcuma, le gingembre, la cannelle. Donc, je vous ai mis un petit tableau récapitulatif sur le sujet juste ici que vous pourrez lire là, à temps perdu avec un petit résumé de tous les points clés de la rencontre d'aujourd'hui, comment adopter une alimentation anti-inflammatoire. Et si jamais vous avez envie d'aller plus loin pour votre condition particulière, que vous avez des questions précises, que vous auriez besoin d'un accompagnement plus personnalisé selon vos besoins, tu sais, que vous dites, c'est tous des bons trucs, mais j'aurais de la misère à faire ça toute seule ou j'ai des besoins précis, bien, une nutritionniste peut toujours vous accompagner, là. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, bien, je vous ai mis les petites ressources à la fin. Et d'autres ressources, si vous voulez poursuivre vos lectures, en apprendre encore plus sur l'alimentation anti-inflammatoire, bien, je vous ai mis des liens à la fin de la présentation. On a réussi à ne pas dépasser trop, là. Si vous avez des dernières petites questions, mais j'espère que ça vous a inspiré. Puis en fait, j'ai envie de vous dire, soyez là si vous pouvez le 6 octobre à la même heure à 18h pour le microbiote. Puis si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, que vous commencez à expérimenter des choses, notez-les, puis on s'en reparle parce que vous allez voir l'activité du 6.
ça va être moins un gros contenu, là. On a prévu que ce soit vraiment un atelier discussion. Fait qu'aujourd'hui, on présentait beaucoup de notions, mais dans le prochain atelier, on va avoir vraiment plus le temps de s'échanger, partager. Fait que si vous voulez arriver avec vos questions déjà préparées, là, on va avoir du temps là, pour jaser ensemble, puis moins de notions à voir en profondeur. Là. Fait que, est-ce que ça vous a plu? J'espère que vous avez aimé ça. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment agréable de vous présenter le tout. Puis j'espère que vous avez apprécié également. En tous les cas, dans les commentaires, tu es félicité. Hein. Les personnes ont vraiment aimé ta présentation. Merci, c'est gentil. Pour le site Internet, je crois, je pense pas qu'on va pouvoir mettre la présentation sur le site Internet, mais elle va pouvoir être envoyée individuellement à chaque participant. Fait que peut-être écrire à Sophia directement là, si vous voulez avoir la présentation, parce qu'on ne pourra pas la rendre publique pour tout le monde là, sur le site Internet, là, à moins d'entente haute. Voilà. Donc, merci d'avoir été présent et d'être resté jusqu'à la fin. Puis, j'espère qu'on se reparle tout le monde. Pour le poisson à tous les repas, non, c'est une bonne question. Là, dans la pyramide, c'est écrit à tous les jours, tous les repas, le poisson. On peut en intégrer le plus possible, mais si vous en consommez 2 à 3 portions par semaine, c'est suffisant pour avoir vos bonnes doses d'oméga 3. Mais dans le cas où on veut une alimentation anti-inflammatoire, on peut même gagner à en avoir plus souvent que ça. Mais non, c'est vraiment pas nécessaire d'en avoir à tous les repas. Ce n'est pas réaliste, mais peut-être au moins une fois dans la semaine, mettons un souper avec un restant pour le dîner du lendemain. Là, le tour est joué, c'est suffisant. Plus clair, oui, c'est vrai que dans le triangle, c'était moins clair. Là. Fait que je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup à tous, puis en espérant se reparler dans 3 semaines à peu près. Là. Merci, Sophia. À très bientôt. Merci. Bye-bye. Bye.